Good afternoon. Le président, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, monsieur le témoin. Je donne la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altid, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de commencer, j'avais une question qui s'adressait à l'accusation que je peux poser maintenant ou que je peux poser en fin de séance, comme vous le souhaitez. Si cela n'a rien à voir avec le témoin et avec ce que vous devez faire tout de suite, il vaut mieux commencer l'interrogatoire et vous ferez votre intervention à la fin de la séance. Combien de temps vous avez besoin de combien de temps? Des interrogatoires à venir pour que nous puissions nous organiser. Je la poserai en fin de séance, Monsieur le Président. Très bien. Non, posons la question maintenant. On aura la réponse à la fin de la séance. Monsieur MacDonald, ça va être... Les autres témoins vont nous prendre à peu près aussi longtemps que les autres témoins, en tout cas pour l'interrogatoire principal, en tout cas pour les deux suivants. Et le dernier témoin de cette semaine, normalement, nous prendra 1h30 pour l'interrogatoire principal. Pour le témoin suivant... Donc, le témoin qui vient après le 226, nous n'allons même pas utiliser la totalité du temps qui nous a été imparti. Le président dit c'est donc plus ou moins. Monsieur MacDonald reprenant, écoutez, je ne peux pas lire l'avenir, mais c'est sur cela que nous comptons à l'heure actuelle. Le président, merci. Le président de l'accusation et la gentillesse de faire ces précisions. Je voudrais peut-être juste un mot pour que ce soit tout à fait clair. Donc, si je comprends bien, ce sera moins que prévu pour le témoin suivant. Mais ça peut être un peu plus pour le témoin d'après. Non, on en reste à ce qui était prévu. Et nous parlons de l'expert, on est d'accord. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Vous avez pensé qu'il y aurait un peu plus longtemps pour le prochain témoin, c'est ça? Moins de temps au témoin d'après et un peu plus, éventuellement, à l'expert, mais les choses sont claires. Le représentant de l'accusation a répondu de manière très claire. Merci. Le président. Écoutez, c'était l'estimation. Et le risque, c'est que ce soit un peu plus court que l'estimation. Enfin, moi, c'est ma façon de comprendre les choses concernant tous les témoins à venir. Le président, merci. Donc, Maître Altid, vous pouvez commencer à poser des questions. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître. Alors, mon nom est Emmanuel Altid. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord ? Oui, Maître. Parfait. Alors, on y va. Alors, ce matin, vous nous avez dit avoir reconnu à l'oreille un tir de mortier qui avait eu lieu à une distance lointaine, n'est-ce pas? Si. Alors, ma question... Avez-vous déjà utilisé un mortier de 120 mm, vous personnellement? Oui. Dans quelles circonstances? Pendant les séances d'instruction. D'accord. Avez-vous déjà utilisé un mortier de 120 mm sur le terrain? Vous voyez ce que je veux dire? Hors instruction. Dans un contexte réel. Utiliser, je ne sais pas comment vous répondre, mais si c'est de mettre l'arme en batterie, mais pas pour tirer.
l'arme en batterie prépositionnée au cas où. Mais tirer, non, si ce n'est pas dans le cadre de l'instruction. D'accord. Vous-même, vous étiez plutôt un spécialiste d'une arme particulière ou bien est-ce que vous pouviez servir sur n'importe quel type d'arme, indifféremment? Moi, toutes les armes lourdes en dotation de mon unité, en ce moment, je pouvais servir comme tireur pendant la période de la période qu'on parle surtout. D'accord. Je vais préciser ma question. Vous en aviez les capacités, vous nous l'avez expliqué ce matin parce que vous aviez suivi une formation, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. D'accord. Ma question maintenant, c'est, la formation c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Est-ce que vous étiez plutôt affecté à un type de pièce ou bien pendant votre service, est-ce que vous pouviez être affecté à n'importe quelle pièce? Pendant mon service, je pouvais être affecté à n'importe quelle pièce lourde en dotation de mon unité. Mais évidemment, les chefs en ce moment avaient des préférences. Ça, je pense que c'est normal. Hein? Voilà. Sinon, je pouvais servir toutes les armes lourdes. D'accord. Combien y avait-il de 12-7 en état de fonctionnement au BASA au début de la crise à votre connaissance? Maître, il y en avait assez, hein? Je ne peux plus avoir le chiffre exact. Je sais. Vous pouvez nous donner une approximation, 2, 3, 4, 5, 7, 8, enfin vous voyez ce genre de choses. Je sais que même si ça atteignait 10, c'est même pas sûr, mais ça ne dépassait pas 10. Vous parlez des 12-7 là. Voilà. Je ne crois pas que ça dépassait 10 pour estimer le chiffre. Mais c'était plus que 5, je crois. D'accord. D'accord. Et parmi ces 12-7, est-ce que certaines se sont révélées hors de fonctionnement, hors d'usage, au cours de la crise? Hors d'usage, à ma connaissance, non. Sauf qu'un jour, moi-même, j'ai assisté à un fait qui m'a fait réfléchir après. J'étais désigné pour la sécurité du domicile de mon commandant d'unité. Et puis, c'était un service de nuit. On quitte le cantonnement au plus grand à 21h. C'est à quelques kilomètres, un nouveau camp d'Akwedo, et il était à Bingerville. Je ne sais pas combien je peux estimer la distance, mais c'est à quelques kilomètres pour ceux qui connaissent Abidjan. Je suis allé prendre le carnet de bord fait émarger par l'officier parce que lorsqu'une arme lourde devait sortir de l'enclos, comme je l'ai dit ce matin, il fallait une autorisation écrite. Donc j'ai pris le carnet de bord avec le conducteur qui est quitté au garage, avec le carnet de bord. Je suis allé prendre l'autorisation, aller avec le conducteur, et il a récupéré le véhicule, il est venu. Alors, un détail m'a échappé, je m'en veux, mais j'ai pris l'arme. Et puis, des derniers éléments, j'ai dit qu'on avait reçus, et certains commandants d'unité les avaient refusés. Je les ai pris, on est allé au domicile du commandant d'unité, parce que l'arme était quittée en matinée sur le terrain. Et c'est que moi je sais, quand tu reviens de n'importe quel service, même si c'est 30 minutes, tu as fait dehors, tu viens, tu procèdes à l'entretien. Donc, faisant confiance à mon collègue,
qui est passé avant moi. J'ai pris l'arme, je suis allé. Heureusement pour moi, je l'avais même armé. Je suis allé, tout s'est bien passé, on est revenu. Je l'ai désarmé et le responsable du magasin d'armes m'a laissé entendre que l'arme devait quitter ce véhicule pour être montée sur un autre véhicule, mais c'était des véhicules de type 4x4, hors body. Voilà. Et que l'arme devait quitter ce véhicule pour être montée sur un autre véhicule qui n'est pas encore prêt. Et le véhicule sur lequel l'arme est, il y a une mission à accomplir. Donc, je devrais démonter l'arme pour la réintégrer au magasin. Et puis, en même temps, procéder comme c'est là, c'est au magasin d'armes, il y a tout le matériel quand même, vraiment pour l'entretien. Je l'ai démonté. Je l'ai bien entretenu. Je n'ai pas encore fini, maître. Je vois où vous voulez en venir. Et puis, en insérant, je vais dire quoi, la baguette de nettoyage du canon, des éléments sont sortis qui m'ont vraiment surpris. Il y avait des éléments de cigarettes. En tout cas, le canon était obsturé. Ça m'a tellement paru bizarre. Et comme on entend des crises, tout se dit, tout se fait, on ne sait jamais. J'ai interpellé le responsable du magasin pour lui dire, oui, il était sergent-chef, je crois, ou mais sergent, je ne sais plus. Je lui ai dit, mais tiens, voilà ce qui sort du canon. Au départ, il ne m'a pas cru. Il a pensé que c'est moi-même qui suis allé avec l'arme qui ai fait le sabotage. Je lui ai dit, si c'était bien moi, à quoi me coûtait, vous ne suivez pas, vous n'étiez pas là, on vous a appelé pour aller compter d'autres munitions. C'est moi qui vous ai dit que voilà ce que j'ai fait sortir du canon, sinon, si c'était moi, qu'est-ce que ça me coûte de fermer la bouche et puis aller, je pars chez moi. Donc, il allait rendre compte au commandant en second, qui est allé rendre compte au commandant d'unité. Et puis, le commandant d'unité est sorti pour venir faire le constat lui-même. Et avec les questionnaires, les questions de par-ci, par-là que tout le monde m'envoyait, je pourrais dire que le commandant d'unité ce jour, j'ai eu la vie sauve grâce à lui. Parce qu'il a, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, mais pensez-vous que si c'était lui qui avait assuré la bouche, le canon dans son bout, avec ces éléments qui sont là, il allait avoir le culot de vous montrer ces éléments? Je ne pense pas. Voilà ce qu'il a dit, attendons-le sur un autre fait pour pouvoir le juger. Sinon, pour cette fois-ci, ce n'est pas encore suffisant. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Merci. Alors, combien y avait-il au bazar de mortiers de 120 mm pendant la crise? Au bazar, ça, c'est le nombre d'armes. Vraiment, je ne saurais quantifier en chiffres parce que c'est des détails vraiment un peu, je dirais, un peu secrets. C'est au niveau du commandement de l'unité. Monsieur, si vous permettez. Mm-hmm. Je n'attends pas nécessairement un chiffre précis, mais à votre connaissance, Oui. compte tenu de ce que vous avez pu voir, Oui. Combien, à peu près, une approximation, comme tout à l'heure, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc. Combien pouvait-il y avoir de mortiers de 120 mm en état de fonctionnement? À la base, au bazar, je pourrais estimer à 6, environ 6. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure
que les mortiers étaient russes. Est-ce que j'ai bien compris? Exact, maître. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la marque de ces mortiers? Aucune idée de la marque parce que je vous ai dit que pendant That's the answer to your question. Alors, vous avez la réponse à votre question, Maître Altit. Qui servait les 120 au bazar? de la même manière que votre document que vous m'avez remis est élaboré, c'est comme ça, il y avait des éléments. Au même moment, ils servent, à part la première page qui est vraiment du commandement et des services, qui suit à partir de grandes batteries de canons de vin. Les mêmes qui servaient sur les canons de vin, les mêmes servaient sur, pouvaient servir sur le 120, les mêmes pouvaient servir sur le bitume ZU, les mêmes pouvaient servir aussi sur le BM21. On a tous eu les mêmes formations. À quel niveau que vous êtes? Est-ce que vous savez, monsieur, comment les mortiers dont vous nous parlez, les mortiers du Baza, les mortiers de 120 mm, sont arrivés au camp commando? Oui, maître. Pouvez-vous nous le dire? La date exacte et puis l'heure exacte, non. Mais je crois l'avoir dit au bureau du procureur. Mais j'étais de service là-bas ce jour. C'est arrivé, je crois, si ce n'est pas en début d'après-midi, c'est vers le milieu, c'est arrivé vers 15 heures, comme ça, à l'escadron commando. C'est venu dans un véhicule, je ne sais plus, c'est Marquia ou bien, comment, ce qui est chez nous, dans le jargon militaire, on dit dans un véhicule d'allègement. Et c'est venu avec, pour chef, un adjudant-chef. Si vous voulez bien, si la cour me permet, je dirai le nom de l'adjudant-chef en huis clos partiel. Et c'est venu avec lui qui est venu avec quelques éléments. C'est, je dirais, une poignée de personnes, hein, parce qu'il y avait un problème d'éléments à la base ce jour. Et les armes sont venues, 2 mortiers. Quand c'est arrivé, moi j'étais sur une 12-7. Et puis, l'adjudant-chef a envoyé un élément vers nous. Nous qui étions là depuis le matin. Pour nous demander de venir se joindre à lui parce qu'on avait plus de l'expérience que les éléments avec lesquels lui, il était venu. Se joindre à lui pour mettre en place les 2 armes. On est venu, on a fini la mise en place. Je me rappelle encore, il avait une 4 Michelin d'une zone. D'Abobo. C'était pas toute la commune d'Abobo, une zone. Et puis, une carte très dépassée. Une carte, un extrait, en tout cas très dépassé, qu'il fallait mettre à jour, des calculs. On nous parlait de tel ou tel élément, la déclinaison magnétique à cette date, il fallait d'abord mettre la carte à jour. C'était un peu compliqué. Et dans les calculs, on a trouvé des coordonnées. Parce qu'il a donné des points sur lesquels on devait orienter les tubes. Monsieur, si vous permettez. Ah, d'accord. Je vous prie de m'excuser, mais je vous interromps une seconde parce que ma question était très simple. D'accord. Et je vais essayer de la préciser. Mais je vous remercie d'avoir donné beaucoup d'éléments parce que c'est toujours très utile. Je vais préciser ma question. Ma question, c'était... Alors, on va essayer de la décomposer. Ces mortiers sont arrivés au camp commando vers quelle date? À quelle période? Plus ou moins, si vous vous en souvenez.
C'était pendant la période de la crise électorale. Je crois avant cette fameuse tuerie des choses-là, du rond-point, si je peux situer l'événement, où on parle d'un événement au rond-point du Banco, là. C'était avant ça. C'était avant ça. Mais pendant la crise post-électorale, en tout cas. Avant ce que vous appelez la tuerie, vous êtes sûr? S'il vous plaît. Avant ce que vous appelez la tuerie, vous êtes sûr de ça? Je crois bien. Mais je l'avais dit au bureau du procureur, mais comme il y a un peu longtemps, D'accord. ne plus. Est-ce que vous vous souvenez quels étaient les véhicules qui ont amené ces mortiers? Oui, même tout à l'heure, je l'ai dit. Ah oui, vous étiez en train de causer avec votre collègue. Les mortiers sont venus dans un seul véhicule. C'est la marque, je ne sais pas si c'est Kia ou bien, mais en tout cas, un véhicule où on s'assoit dos à dos. Voilà. D'accord. Et si j'ai bien compris, celui qui était chargé du transport de ces mortiers était un adjudant dont vous voulez nous donner le nom en session à huis clos, c'est ça? Un adjudant-chef, oui. Bon, eh bien, Monsieur le Président, peut-on passer en session à huis clos, s'il vous plaît? Le juge président, pouvons-nous, s'il vous plaît, passer à huis clos partiel? Le président mettra le titre. Tout à l'heure, vous avez dit au représentant de l'accusation que vous étiez toujours militaire aujourd'hui, c'est ça? Oui, maître. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites? Je crois que avant, je crois que vous lui avez dit, vous nous avez dit que vous étiez aujourd'hui caporal-chef, c'est ça? On peut le dire publiquement. Oui, oui, on peut. Sinon, je vous ai dit matin que j'étais sergent. Pardon. Caporal pendant la crise, pendant la déposition caporal-chef, je suis sergent maintenant. Alors, je vous prie de m'excuser. Les choses sont claires comme ça. Vous avez tout à fait raison. Et quelle est votre unité aujourd'hui? Je suis de la première région militaire. Vous voulez dire que vous travaillez à l'état-major de la première région militaire, c'est ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit aussi ce matin que vous étiez sénoufo. Ma question, avez-vous des frères ou des parents qui, avant et pendant la crise, faisaient partie des forces nouvelles, ex-rébellion? Je vous ai dit que j'étais sénoufo, non, je suis sénoufo toujours, maître. Je suis sénoufo. Mais je n'ai pas de parents depuis le village comme à Abidjan qui ont été des ex-Fafen. Je vous demande une seconde, monsieur. Je vous reprends tout de suite. Alors, monsieur, pendant la crise, avez-vous reçu des armes pendant la crise? Vous, le Baza, est-ce que
il y a eu des armes qui vous ont été livrées pendant la crise post-électorale? On a souvent eu à avoir des grenades et des AK, mais je ne sais pas si on les avait avant la crise ou bien pendant la crise, mais toujours est-il que c'était des armes neuves. Voilà. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait de votre déclaration. Oui. C'est la même déclaration que le représentant de l'accusation a utilisée ce matin. Déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur. Alors, la référence 6 VOTP 0039 0143 R03, page 150, paragraphe 32. Et c'est vous qui parlez, monsieur. Et vous dites aux enquêteurs, je vous cite, « À ma connaissance, on n'a pas reçu d'autres armes pendant la crise. On a combattu avec les armes qu'on avait déjà. » Fin de citation. Vous confirmez? Oui. D'accord. Alors, juste pour clarifier ce que vous avez déjà dit ce matin, votre supérieur immédiat, à vous qui étiez tireur, qui était-ce? Au moment où j'étais tireur, mon supérieur immédiat était évidemment le chef de pièce. Son nom? S'il vous plaît. Le nom du chef de pièce. Ben, le nom du chef de pièce, non. À n'importe quelle mission où je partais, j'étais tireur sur une arme et j'avais un chef de pièce. Voilà. Ce n'est pas une équipe connue d'avance comme vous êtes connu avec votre équipe pour la défense du président Gbagbo. Non. À chaque jour, voilà. D'accord. D'accord. En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous ne saviez jamais où vous seriez affecté le lendemain, à quelle pièce vous seriez affecté et quelle serait l'équipe avec vous. C'est ça que vous nous dites? Non. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que 24 heures ou bien souvent même 48 heures avant la mission, on a un tableau d'information où l'adjudant de batterie, qui est, si je peux m'abuser un peu, qui est le responsable géorache de la batterie, lui qui connaît son personnel, les valides, les malades, les compétents à telle ou telle arme, c'est lui qui, je peux dire, qui programme les gens. Et quand il programme, il peut prendre Yao, un exemple, comme chef de pièce, il prend Ali comme tireur, il prend Seri, et puis Konaté comme pourvoyeur, et puis il s'en prend Kouma comme conducteur. Mais dans tous les cas, les éléments prévus d'avance, à chaque poste, ont la qualification. D'accord. Le supérieur hiérarchique du chef de pièce, qui était-ce? Le chef de peloton. Le chef de peloton. D'accord. Ils étaient nombreux, les chefs de peloton au Baza? Le chef de peloton, ça c'est sur le terrain. Comme disent, c'était nombreux, oui. Je vous ai dit qu'on atterrit à chaque grade correspond une tâche bien précise. On peut même être chef de pièce et à défaut chef de peloton. Sinon le chef de peloton normalement doit être un sous-officier supérieur ou bien un officier, mais à défaut, le chef de pièce qui est un sergent ou bien un sergent-chef, il fait office aussi, le chef de peloton. D'accord. Et qui étaient les supérieurs hiérarchiques des chefs de peloton? Vous parlez au niveau du camp commando?
Non, je parle en général dans la structure du bazar. Ben, quand vous regardez le document, à la batterie en grande batterie de canon de 20 mm, je viens. Je me retrouve même plus. C'est qu'il y a sur le chef de peloton, il devrait avoir un BA1 attiré. Voilà. Le chef de peloton, il devait avoir un BA1 attiré, même s'il est sergent ou bien sergent-chef, qu'il a un BA1 attiré. Il n'y avait pas de souci parce qu'on lui avait déjà appris comment le faire. D'accord. Et dans cette structure hiérarchique, qui est au-dessus des chefs de peloton? Qui est au-dessus du chef de peloton, je dirais comme ça, le commandant des batteries. D'accord. Un commandant de batterie, est-ce que ce doit être obligatoirement un officier? Le commandant de batterie, il doit être forcément un officier. Mais comme je vous l'ai dit, on est militaire. Quand l'officier fait défaut, on trouve un adjudant et un sous-officier supérieur qui a un BA2. Voilà. D'accord. Au-dessus du chef de batterie, qui y a-t-il? Au-dessus du chef de batterie, le reste, c'est vraiment administratif. Hein. Ça dépend. Il peut avoir un officier adjoint. Après l'officier adjoint, le commandant en second. Après le commandant en second, le commandant d'unité. Donc si je comprends bien, au-dessus, il y a deux niveaux. Le niveau du ou des adjoints au commandant d'unité et au-dessus, le niveau du commandant d'unité, c'est ça? Mettre les deux niveaux ne sont pas obligatoires. Hein. C'est quand il y en a. L'officier adjoint, quand il y en a. Quand il n'y en a pas, de tous les fois, l'adjoint au commandant d'unité, il coiffe tous les, comment j'ai dit là, les commandants de batterie, et puis au-dessus de lui, c'est le commandant d'unité. Je pense même l'avoir fait, un organigramme dessus pour. Voilà. D'accord. Un chef de détachement, est-ce que vous pouvez très rapidement nous définir, nous dire ce que c'est? Bon, ce que je sais d'un chef de détachement, c'est parce que le détachement lui-même, c'est un petit nombre d'une unité organisée et projetée sur le terrain pour une mission bien donnée. Ou bien, ça peut être des petits nombres de plusieurs unités, non, un petit nombre ou bien des petits nombres de plusieurs unités rassemblées au même moment, projetées sur le terrain pour une même mission, mais qui a un commandement, qui a un commandant qu'on appelle chef de détachement. Ça peut être de l'unité, une seule unité, ou bien de plusieurs unités. Ça dépend de la mission. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé que des chefs de pièce soient ou fassent office de chefs de détachement? Oui, pendant la crise post-électorale, plusieurs fois. Plusieurs fois. D'accord. Alors, vous nous avez dit avoir effectué des missions au camp commando pendant la crise. Est-ce que vous connaissez bien Nabobo? Connaître bien Abobo, ce serait trop dit pour moi, mais je ne peux pas me perdre à Abobo lorsque j'ai bien bu. D'accord. Est-ce que vous connaissiez des gens à Bobo? Y aviez-vous des amis, des parents, etc.? Des gens, oui. Des amis, oui. Des parents, oui. Est-ce que vous connaissiez des notables du RDR à Abobo? Non. Non. Alors,
vous nous avez dit ce matin, et je parle sous votre contrôle, que les missions à Bobo étaient difficiles parce que les militaires se faisaient tirer dessus. C'est ça? Oui, maître. D'accord. Vous-même, ma question maintenant vous concerne. Vous-même, quand vous vous êtes rendu, donc à plusieurs reprises à Bobo, au camp commando, ou quand vous en êtes revenu, avez-vous ou votre convoi a-t-il subi une attaque ou avez-vous subi des attaques quand vous faisiez ces allers-retours vous-même personnellement? Dans les allers-retours, c'était pas dans la commune d'Abobo. Mais étant à Bobo, au camp commando, oui, par moment, on essuyait des coups de feu dans le camp commando qu'on repoussait. D'accord. Mais je vais vous reposer ma question. Ma question est simple. Lorsque vous-même vous êtes rendu au camp commando, sur le trajet, on parle du trajet, et que vous-même vous êtes reparti du camp commando pour revenir au camp d'Aquedo, avez-vous été jamais attaqué? Je vous ai dit non. Dans la commune d'Abobo, non. Non. La seule fois, c'était pas une attaque directe, c'était des coups de feu que notre convoi avait essuyé du camp de gendarmerie d'Agban jusqu'à le côté qu'on a couramment pour habitude d'appeler la casse. C'est à ce niveau-là on a essuyé des coups de feu. Mais comme on était en mouvement, on s'est défait vite et puis on ne s'est même pas trop occupé parce que c'était une ou deux personnes qu'on voyait bien. Et puis voilà. Mais dans la commune d'Abobo, non. Pourtant, au camp commando, et sur le trajet dans la commune d'Abobo, excusez-moi, non. Mais au camp commando, j'ai dit oui. Une fois. D'accord. Alors, le témoin précédent, dont le nom est Idrissa Kangouté, nous a dit qu'il appelait le Golfe pour prévenir lorsqu'il faisait des missions à Abobo, pour éviter des incidents, pour éviter que le convoi dans lequel il se trouvait soit attaqué quand il allait au camp commando. Ma question est simple. Est-ce que vous-même, vous procédiez de la même manière? Vous préveniez quelqu'un, par exemple à l'hôtel du Golfe, pour éviter que le convoi dans lequel vous vous trouviez soit attaqué? Non, maître. Puisque je ne connaissais personne là-bas. D'accord. Alors, par quelle voie passiez-vous du nouveau camp d'Aquedo au camp commando? Quel était le trajet? En quelques mots, si vous pouvez. Hein. Il y avait deux trajets. Deux trajets. Au départ, c'est la grande voie que nous tous nous connaissons, nouveau camp d'Aquedo. On tombe à Gamé, la casse, autoroute d'Abobo, Carrefour, brigade de gendarmerie, on rentre au camp commando. Après la tuerie des femmes et puis les pelots jetés sur le marché, la population elle-même venait à main nue maintenant pour nous barrer. Donc, on jalonnait entre passant par, comment vous appelez, par le zoo ou passant par l'autoroute. Voilà. D'accord. Est-ce que l'on peut dire, si je comprends bien ce que vous dites, que vous avez changé de trajet au moment où le premier trajet, le plus simple, le plus direct, a été bloqué? Est-ce que c'est ça? Oui, où on commençait à avoir des difficultés, on a commencé à jalonner entre les deux. D'accord. Parce que l'objectif, c'était d'éviter les contacts avec la population. D'accord. Alors, une fois que vous vous trouviez au camp commando, est-ce que vous pouviez sortir du camp pour faire des patrouilles? C'était possible ou pas? Oui,
c'était même l'objectif de la mission au départ, aller procéder à des patrouilles pour rassurer la population et en même temps que son armée est toujours là, debout, prête à la protéger et à la défendre. Et au même moment, assurer la sécurité. C'était l'objectif. Votre prédécesseur, à votre place, nous a dit la chose suivante, et je vais citer. C'était l'audience du 19 juin 2017, transcrit français, page 74, lignes 13 et 14. Et je cite. Et c'est lui qui parle, Idrissa Kangouté. Il dit, je cite, « Nous, on n'avait pas la possibilité de sortir aller patrouiller. On n'avait même pas la possibilité de sécuriser loin le camp commando. » Fin de citation. Alors, vous venez de me dire une chose, lui en dit une autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Maître, pour répondre à la question précédente, vous m'avez demandé d'être, en quelques mots, d'être un peu bref. Sinon, quand il le dit, le témoin passé le dit, mais il a bien raison. Ça, c'est après que les pelots aient été lancés sur le marché de la mairie, du carrefour de la mairie, qu'on a commencé à avoir de sérieux problèmes avec la population. Sinon, ce que je vous explique, bien avant, c'était avant, même quand bien même qu'il y a eu déjà les tueries, même ce fameux paragraphe, ça allait toujours. Même la population venait nous rendre visite, venait même nous donner de l'eau, quelques vivres. Mais lorsqu'il a eu les pelots jetés, il y a eu vraiment un sentiment, je dirais, vraiment de révolte au niveau de la population. Abobo était devenu hostile pour tous ceux qui sont FDS. Quand tu portes la tenue FDS, que tu as identifié, c'était hostile. Pour ne pas dire que si tu étais au camp commando, mais imaginez, puisque tout le monde savait que c'est depuis le camp commando que les pelots sont partis. Donc, c'était juste dans la clôture. Après la clôture, non, si vous vous aventuriez, bon, avoir risque et péril, vous pouvez le faire, mais... D'accord. Vous connaissiez le commando invisible ? Non. Entendu parler, mais non. Le fameux commando invisible. Entendu parler, mais non. Donc à l'époque, vous ne connaissiez pas le commando invisible ? Non, maître. D'accord. Pour les besoins d'enregistrement, le témoin dit non, maître. Et aujourd'hui, ça vous dit quelque chose, le commando invisible ? Aujourd'hui, le connaître encore, j'ai dit non, mais j'ai entendu parler. La configuration, je ne sais pas, mais j'imagine que ça doit exister puisque presque tout le monde en parle. Sinon, la configuration, non. Alors, monsieur, nous allons nous reporter à nouveau à votre déclaration, n'est-ce pas ? Oui, maître. Les numéros 0039, 0143, R03, page 171. Alors, vous dites aux enquêteurs du bureau du procureur, je vois que les traducteurs sont en train de trouver le document, donc on va attendre un tout petit peu, monsieur. J'ai dit le paragraphe 94 ? The paragraph, no. Disons oui, paragraphe 14.
Alors, monsieur, vous avez dit donc aux enquêteurs du bureau du procureur, et je cite, c'est vous qui parlez, le camp commando est une base militaire. C'était un local qui appartenait à l'État. Pendant la crise, l'objectif du camp était de combattre le commando invisible, puisqu'ils attaquaient les corps habillés. L'objectif du camp était de combattre le commando invisible, puisqu'ils attaquaient les corps habillés. Fin de citation. Vous vous rappelez avoir dit ça aux enquêteurs? Oui, maître. Donc, à l'époque, vous connaissiez le commando invisible, non? Je vous ai dit non. D'accord. C'est comme un exemple, vous êtes ici, vous savez qu'il y a des techniciens, mais vous ne savez pas c'est qui. Mais vous savez qu'il y a des techniciens qui travaillent quand même. Voilà. Your Honor. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, avec votre permission, le Président, Monsieur Garcia, je pense que la question pourrait être posée de manière plus claire. Je fais référence à la page 86, la question relative au commandant invisible. Je crois qu'il aurait été plus utile que mon contradicteur pose des questions plus précises. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cela? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le commandant invisible? Est-ce que la question est beaucoup plus large? Il est en train de confronter le témoin alors qu'il ne s'agit pas réellement d'une confrontation. Oui, Monsieur le Président. La première question doit être celle-là, et après on peut en effet poser un certain nombre de questions. Et si on les pose directement, on pose des questions directrices ou directives, ce qui n'est jamais bon. De toute manière, le témoin a répondu, et je vais, avec votre permission, continuer. Oui. Et c'est juste, on me fait remarquer que ce n'est pas une objection, mais une observation qui ne semble pas appuyer sur une base juridique très solide. Monsieur Garcia, c'était une objection à ce genre de questions. Mon objection concernait la formulation. À l'avenir, mon contradicteur devrait poser des questions beaucoup plus précises. Qu'est-ce que vous entendez par « est-ce que vous connaissez » C'est à cela que nous soulevions une objection. Suivant ce qu'a dit le témoin. Yes, we can continue. Oui, allez-y. Mais assurez-vous que le témoin puisse vraiment bien comprendre la question. De cette façon, on aura une réponse très claire. Entendu, n'est-ce pas, des choses à propos du commando invisible. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que vous avez entendu à l'époque? Alors, peut-être vous aider en précisant la question. Avez-vous entendu parler de leur nombre, de leurs objectifs, de leur commandement, de leur armement, de l'endroit où ils se trouvaient à Abidjan, etc., etc. Qu'est-ce que vous saviez, qu'avez-vous entendu à l'époque? À l'époque, c'est ce que je vous ai dit. Tout de suite, vous-même, vous avez lu mes propos. On partait au camp commando pour la sécurité parce que tous ceux qui étaient reconnus comme FDS, par moment, étaient attaqués. Et quand on demandait, on disait comme ça que c'était l'œuvre du commando invisible. Et arrivé à un moment, le commandement a décidé de le combattre parce que, comme ça, je me rappelle bien que c'était dit que, comme notre commandement avait décidé que les alentours du palais de la présidence jusqu'à la place de la République étaient déclarés zone rouge, que les manifestations étaient interdites. Alors, il y a eu aussi
un décret ministériel qui déclarait Abobo comme zone rouge aux éléments des FDS. Et puis, c'est après ce décret municipal qu'on a commencé à vivre ces cas. Moi, je n'en ai pas vécu, mais des collègues ont vécu ça. Ils avaient commencé même... Ça fait que les gens ont commencé à déménager, les FDS ont commencé à déménager de choses d'Abobo. Mais pour vous dire la configuration, la mission, et puis la manière dont ils étaient structurés, non, maître. Aucune idée.